qui ont tendance à dire non, moi je bois de l'alcool et je dors toute la nuit. Dormir ou être inconscient, c'est deux affaires complètement différentes. Bienvenue au podcast Quantum, le podcast numéro 1 sur l'entraînement, l'alimentation et le mindset pour devenir la meilleure version de toi-même. Sans plus attendre, voici votre hôte, Jacob Hamel. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Quantum. Cette semaine, notre invité est naturopathe. Il étudie la médecine fonctionnelle partout au travers du monde. Sa devise est « On ne négocie pas avec la nature ». Danick Legault, bienvenue Danick, comment ça va? Ça va très bien. Et toi, Jacob? Ça va super bien, merci. Merci d'être là pour une deuxième fois parce qu'en fait, la première fois, le podcast, j'ai perdu le recording. Aujourd'hui, c'est part 2. Merci d'être là aujourd'hui. J'aimerais ça que tu nous parles un peu de ton parcours, d'où tu es parti et qu'est-ce qui fait en sorte que tu as été vers la naturopathie et que tu as poussé aussi beaucoup ça parce qu'une naturopathie de base, je veux dire, c'est quelque chose, mais là, toi, tu as vraiment poussé ça à un autre niveau, tu as fait des études beaucoup plus poussées. Donc, qu'est-ce qui t'a amené à ça, puis où est-ce que tu en es aujourd'hui? C'est une bonne question. Premièrement, merci de m'inviter. Alors, je suis naturopathe agréé maintenant, naturopathe depuis 2014. Donc, c'est une deuxième carrière pour moi. Avant, je n'étais pas nécessairement dans la naturopathie, mais l'entraînement, le sport, la nutrition a toujours été une passion. C'est toujours quelque chose que j'aimais, que je savais qu'un jour, j'étais pour faire probablement dans ma vie. Mais bon, les chemins ne m'amenaient pas là nécessairement. Il y avait un certain emploi qui amenait une certaine sécurité, là, avec un salaire et tout. Alors, j'étais, peu heureux, check-in, de me lancer à mon compte et tout là-dedans. Fait que j'ai vraiment attendu, en fait, que j'ai pas le choix. J'étais vraiment, vraiment tanné, rendu au bout du rouleau, où est-ce que là, j'ai dit, OK, parfait, là, je me lance. Et c'était pas en naturopathie nécessairement dès le départ. C'est par la suite que j'ai découvert la philosophie qu'il y avait en arrière de la naturopathie, puis que ça m'a beaucoup interpellé. Même au début, je faisais un peu de programme d'entraînement. J'avais certaines certifications, là, en entraînement, jusqu'à temps que je me rende compte, en fait, dès le départ, presque, quand les gens me demandaient un plan d'entraînement, je faisais comme « Ah non, ça ne me tente pas ». Mais la nutrition, je tripais. Fait que là, après ça, je me suis dit « Parfait, je vais me spécialiser là-dedans. » Donc, j'ai commencé à dire non aux entraînements. De toute façon, je vais laisser ça à des gens comme toi et ta gang qui connaissent plus ça, là, qui se spécialisent vraiment plus là-dedans. Puis ensuite de ça, je te dirais, c'est juste par curiosité. J'ai toujours été comme ça dans ma personnalité, d'essayer de questionner, vouloir en savoir plus, fouiller, chercher. À chaque fois que j'ai pas une réponse à quelque chose, ça m'achale vraiment. Donc après ça a juste fait son chemin de soi-même en voulant chercher des réponses, en voulant pousser ça plus loin, etc. Après ça s'est dévié, puis c'est allé vers toutes sortes de formations et autres, puis qui se continue aujourd'hui, en fait. Là, ça n'arrête pas vraiment. Ça modifie un peu là, à cause de la pandémie. Là, les formations sont un peu plus en ligne, quoique c'était très en ligne aussi avant, mais il y avait plus la capacité de voyager, descendre aux États-Unis, etc., aller voir des formations. Là, ça s'est modifié un peu. Mais c'est un peu ça le parcours. Alors voilà, c'est ce qui m'amène ça aujourd'hui. Qu'est-ce qui a fait en sorte que... Parce que c'est un discours qu'on entend quand même assez souvent, que les gens ils ont une passion ou quelque chose qui se dit j'aimerais faire ça, de mes journées, faire ça. Et comme tu dis, il y a beaucoup de monde qui sont comme regarde, j'ai un job stable que j'aime pas vraiment, mais tu t'es rendu, tantôt tu as dit à un point où est-ce que comme là, je suis plus capable. C'est quoi qui a fait en sorte que tu as fait le saut, puis qu'est-ce qui a fait en sorte que ça a duré aussi longtemps aussi? Ouais, c'est ça que... Puis des fois, où c'est moi qui est dur avec moi, je me dis, des fois, je dis, j'étais juste trop heureux, c'est pour ça que ça a duré trop longtemps. Par sécurité, probablement, par peur de se lancer en affaires. Je ne sais pas, en même temps, je suis plus vieux que toi quand même pas mal. Peut-être que nous autres, en étant, je ne sais pas, quand on s'est fait élever, c'était plus une job le restant de notre vie, whatever. Quoique, les jeunes d'aujourd'hui sont beaucoup plus entrepreneurs, ils se lancent beaucoup plus, ils sont beaucoup moins peureux que nous autres. Je ne sais pas, c'est quelque chose que je remarque autour de moi. Fait que, puis, je le savais depuis longtemps que c'était pour être ça. Mais il y avait un certain succès, un certain salaire qui amenait avec d'autres emplois. Puis
je me voyais aller, je changeais d'emploi en emploi en essayant de trouver un nouveau défi, un nouveau quelque chose, mais l'espèce de blues du dimanche qui te rattrape tout le temps. Là, tu sais, là, quand tu as hâte au vendredi, puis après ça, le dimanche, tu es triste parce que tu travailles le lendemain. Là, à un moment donné, tu fais non, je ne vais pas continuer à travailler comme ça. Alors, bien sûr, à partir de ce moment-là, ça a été terminé, les blues du dimanche, quand tu fais vraiment ce que tu aimes. Il faut faire attention quand même en faisant ça, parce qu'après ça, on peut se brûler en faisant ce qu'on aime aussi. Puis je suis encore un peu en train d'apprendre cet aspect-là un petit peu, qui est toujours un petit bon. Fait que je pense que c'est plus ça. Mais c'était de la peur. C'est bon parce que je pense que d'être son propre boss, c'est vraiment un couteau à double tranchant parce que t'aimes tellement ça que des fois, tu peux en faire trop. Tu sais. Ouais. Ça aussi, ça a contribué. Tu vois, j'avais de la misère un peu avec l'autorité. J'avais de la misère. C'est ça. Travailler en vente. Donc, la pression, il faut que tu ramènes des chiffres. Tu as tout le temps un boss en arrière. Bon, c'était des choses comme ça. À un moment donné, non, c'est ça. J'avais de la misère avec ça. Fait que non, ça, oui. Puis là, d'être son propre boss, mais en même temps, ça n'apporte pas cet aspect-là que tu as des comptes à rendre à quelqu'un d'autre qui me fatiguait beaucoup. Si on revient à la naturopathie, il y a beaucoup de mythes. Il y a peut-être de mes anciens boss qui écoutent actuellement et qui vont faire comme « Oh my God! » Je suis pas mal sûr que c'était pas personnel non plus. Non, absolument pas. Si on revient à la naturopathie, il y a beaucoup de mythes qui entourent la naturopathie. C'est parce qu'il y a plusieurs écoles et plusieurs écoles de pensée aussi. C'est quoi les plus grands mythes que tu vois quand quelqu'un rentre dans ton bureau? Qu'est-ce qu'il s'attend à voir? C'est quoi les mythes que tu vois sur Internet qui se véhiculent souvent? Oui. On voit des gens qui juste savent pas c'est quoi la naturopathie pour vrai, ou ils ont déjà entendu le mot. Là, ils ne savent pas qu'est-ce qu'un naturopathe fait dans la vie. OK, j'ai déjà entendu le mot, mais tu fais quoi concrètement de jour en jour? Des fois, mettons, tu rencontres des inconnus ou tu es dans une place publique, tu parles, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Toi, OK, je suis naturopathe. OK, ouais, ça fait quoi ça dans la vie? Donc, on voit qu'il y a comme une mauvaise conception de ça. Il y a certaines conceptions ésotériques qui sont encore là, l'espèce de, je ne sais pas, diseuse de bonne aventure là, avec sa boule de cristal et sa carotte, mettons, là, où c'est bon, des espèces d'images-là qu'on a des fois où malheureusement, il y a des connotations négatives de temps en temps dans les médias. Donc, une certaine frange de la population qui vont dire OK, c'est une médecine pas prouvée, etc. Ou, c'est pas des gens sérieux et autres. Habituellement, ces gens-là ne vont pas venir me voir, par contre. Donc, on n'en voit pas. On entend ça dans le marché, mais je veux dire, on ne voit pas ça. On voit pas ça dans la clinique. Fait que ça, c'est des mythes. Puis, tu sais, au Québec, puis ailleurs aussi, un peu, dans certains États, provinces, la naturopathie n'est pas réglementée encore. C'est-à-dire réglementée, c'est-à-dire que les formations sont réglementées par le gouvernement, où est-ce que tu dois aller à l'université et que la formation est uniforme pour tous et qu'il y a une espèce je dirais pas une association, un ordre, c'était le mot que je cherchais, un ordre qui, protège le public, etc., et qui met, certaines barrières de la profession. Il n'y a pas ça. Donc, n'importe qui peut être naturopathe ou n'importe qui peut ouvrir une école de naturopathie s'il remplit certains critères du ministère et émettre des diplômes de naturopathe. C'est ce qui fait que ça varie beaucoup. Donc, un naturopathe ne va pas nécessairement faire la même chose qu'un autre. Il y en a qui vont travailler principalement avec, par exemple, des herbes. Ils se sont formés en phytothérapie, mais ils sont quand même naturopathes, mais ils ne vont pas nécessairement toucher à l'alimentation. Ils ne vont que utiliser des herbes, par exemple. Et ça peut être cool aussi, mais c'est totalement différent de d'autres qui ont une approche, qui vont utiliser beaucoup l'alimentation, par exemple, un petit peu comme moi. Donc, tout dépendant où est-ce que nos intérêts aussi, qu'est-ce qu'on est comme personne, en quoi on croit, où on a étudié, qu'est-ce qui nous intéresse, ça va dicter notre pratique, bien sûr. Puis étant une espèce de gars cartésien dans sa tête, de me diriger vers des affaires qui étaient un petit peu plus là, comme la médecine fonctionnelle et autres, c'est ce qui m'intéressait un petit peu plus. Puis ça, j'ai pris cette voie-là. Ça ne veut pas dire que c'est la seule voie ou c'est la meilleure voie ou autre, mais c'est ça. Donc, c'est pas réglementé encore au Québec.
il peut avoir des avantages à ça, puis il y a certains désavantages à ça aussi. Ça va peut-être venir éventuellement. Donc, c'est ce qui fait que c'est un peu flou en même temps, puis qu'on va rencontrer un naturopathe qui ne fait pas la même chose nécessairement que l'autre naturopathe. C'est mal connu encore. Mais ça s'en vient, en fait, selon moi, de plus en plus, le changement de paradigme s'installe. On le voit, un mouvement vers les habitudes de vie, la santé, etc. Ça se fait tranquillement, pas vite, mais c'est inévitable. Ce changement-là se fait présentement, bon, avec notre système de santé qui avait surtout été développé pour traiter certaines maladies infectieuses et autres, ou via les urgences. C'est moins ça qui affecte les gens aujourd'hui. Donc, il va y avoir une adaptation. Le système de santé va s'adapter aussi, va s'en aller vers des choses qui ressemblent beaucoup à la naturopathie, médecine fonctionnelle, peu importe, médecine intégrative, il y a toutes sortes de noms, ça s'entrecroise là, pour la plupart. Ça doit avoir vraiment changé aussi depuis 2014, tout ce qui est l'univers de la naturopathie, parce que je me souviens, on s'était rencontrés en 2012 à Biosignature, je me souviens bien avec Charles Pellequin, je pense que c'est là pas mal dans ce temps-là qu'on s'était rencontrés. Et moi, je me souviens que ce que disait Charles par rapport au sommeil, la digestion, les enzymes digestives, c'est un paquet de choses que c'est la première fois que j'entendais des choses de même, où j'avais entendu via pas mal ses vidéos à lui ou ses trucs. Donc, c'est fou de voir maintenant que tout le monde parle du stress, du sommeil, de la digestion, de la bonne alimentation, des aliments transformés. Ouais. Le soya, dans ce temps-là, Charles, il parlait beaucoup de ça. Donc, mais c'est ça, il doit y avoir un gros clash entre 2014, 2012, 2014 à maintenant, quand même, au niveau de l'information. Énorme. Et c'est pour ça, des fois, lorsque je vais parler aux autres ou à d'autres collègues et tout, ou même aux gens, je vais leur dire, pour vrai, on ne sait rien, parce que justement, mettons, en 2012, bon, il y a plein d'affaires quand même, la base reste la base, la base en 2012 est encore la base aujourd'hui, en général, je dirais, mais il y a plein de choses qui ont changé, puis je pense que ça va continuer à évoluer, les études continuent, notre compréhension continue, etc., notre environnement aussi change, donc c'est normal que ces choses-là changent. C'est pour ça que c'est très difficile d'être toujours à jour ou toujours, au courant de ces choses-là. En même temps, chaque personne est différente, demande une évaluation différente ou des moyens différents. Donc, ça vient compliquer les choses encore plus. Puis, Charles, à l'époque, tu vois, dans le cours de biosignature, vous étiez principalement des entraîneurs. Moi, je n'étais pas naturopathe encore à cette époque-là. Mais on était 3 naturopathes, disons. Il y avait Marie-Soleil était là, il y avait Dominique Abran également qui était là. Fait que dans votre gang d'entraîneurs, on avait quand même 3 naturopathes. Puis, la biosignature s'apparente un peu à la naturopathie, puisque Charles, bien sûr, s'inspirait de certaines personnes en médecine fonctionnelle. Fait que, c'est ça qui nous redonnait là, via sa méthode, bien sûr. Là, des pinces pour aller voir une espèce de profil hormonal. C'est sa méthode à lui, bien sûr, mais s'inspirait de tout ça, la digestion et tout. C'était très médecine fonctionnelle. C'est pour ça que par la suite, il nous avait fait venir... Il avait fait venir Diana Menick, qui enseigne aussi à l'Institut de médecine fonctionnelle aux États-Unis. Et c'était Charles, la gang de Charles, Patrick Gagnon, etc., qui avait fait venir Diana. Puis Charles était là, il assistait pour une partie du week-end et autres. Avait fait venir Sachin Patel aussi pour BioPrint, un petit peu avant, quelques années avant son décès. Donc, il s'est toujours inspiré de ça. Il y avait toujours une petite partie de naturopathie dans ces choses. Fait qu'absolument, ça se rejoint, ça s'entrecoupe. Et ton slogan, on ne négocie pas avec la nature, je trouve ça vraiment excellent. Tu nous parlais d'où ce que ça vient et qu'est-ce que tu veux dire par là? Oui, on ne peut pas négocier avec la nature. C'est que il y a certaines lois de la nature. Des fois, je vais m'amuser à dire, par exemple, une loi de la nature, la gravité, c'est une loi de la nature. Alors, si je décide aujourd'hui de défier la gravité, je monte sur le toit de la maison, je saute en bas, ça se pourrait que je me fasse mal parce qu'il y a une certaine loi. Puis, notre corps s'est développé dans un certain environnement. Sur 4 à 6 millions d'années, là, ils s'estinent un peu, les anthropologues, tout dépendant quand est-ce qu'on commence à compter qu'on était vraiment un humain. Mais on a évolué là, jusqu'à en étant sapiens, là, on était plus des primates, descendants des singes, etc. On évoluait dans un certain environnement où est-ce qu'on était chasseurs-cueilleurs, où est-ce qu'on était en contact avec le sol, on broutait de l'herbe à terre, on tuait un animal de temps en temps. Ça s'est évolué sur des millions d'années,
Nos stress à l'époque étaient immenses, ils étaient très grands. Notre vie est en danger souvent, donc ils étaient très grands, mais de courte durée. Donc, le taxe qui répond au stress est ajusté pour des grands stress de courte durée et tout. Et dernièrement, en fait, il y a eu la révolution agricole. Où est-ce qu'on a arrêté d'être chasseurs-cueilleurs, on s'est mis sur des fermes, bien sûr, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, là, il y a eu une transition. Certains anthropologues nomment encore cette période-là la pire gaffe de l'histoire de l'humanité. Il y en a qui encore, bon, bien sûr, ça a amené à la modernité avec tous ses avantages. On ne voudrait pas enlever ça aujourd'hui, fait que je ne suis pas sûr que c'est une gaffe, mais d'un point de vue physiologie et autres, on a vu une régression. C'est le premier moment de l'histoire de l'humanité où est-ce que l'espérance de vie diminuait. Depuis le début, on vivait de plus en plus longtemps en moyenne. À la révolution agricole, ça a planté. Tout le monde était plus petit, tout le monde était plus malade. Alors, bien sûr, après ça, avec la sanitation et autres, on s'est ajusté, puis ça repartit à la hausse. Peut-être qu'actuellement, je fais une parenthèse là-dessus, peut-être qu'actuellement, on est au deuxième moment où est-ce que peut-être ça va baisser, parce que présentement, ça fait 3 années de suite que ça baisse aux États-Unis. Au Canada, ça a plafonné. Donc, là, on ne sait pas, est-ce qu'on plafonne et on va descendre ou est-ce qu'on plafonne et on va se remettre à monter? C'est ça qu'on ne sait pas encore. Puis, tu sais, même les États-Unis, là, ils ont descendu un petit peu, mais ils pourraient peut-être se remettre à monter. Donc, on ne le sait pas encore. Mais peut-être, via notre environnement et ce qui se passe actuellement, là, l'effondrement de la biologie, etc., peut-être qu'on est en train de diminuer au lieu d'augmenter. Bref, après la révolution agricole, il y a la révolution industrielle et là, on est à la vie moderne qu'on connaît aujourd'hui. Mais ça, c'est tout petit sur une échelle d'humanité qui est immense. Et donc, notre environnement a changé trop rapidement pour notre capacité à évoluer. Donc, il y a une espèce d'écart évolutionnaire qui appelle. Donc, un écart entre ce que nos cellules s'attendent à recevoir et ce qu'on leur donne. Et c'est ce qui pourrait créer toutes sortes de... Ils nomment les disease of civilization, hein, les maladies de la civilisation ou les maladies modernes, ces maladies chroniques qu'on connaît aujourd'hui, les maladies cardiovasculaires, les diabètes de type 2 et autres, hein, Alzheimer, Parkinson's et compagnie. On voit aussi là, un lien directement avec notre environnement. À partir des années 40, on a commencé à avoir beaucoup plus de polluants dans l'environnement. Les pesticides ont commencé à étendre ça dans les années 70, les années plus entre 40 et 70. Et là, on a vu un gros paquet entre autres, les conditions auto-immunes et autres, troubles neurologiques chez les enfants, augmenter de façon exponentielle. C'est ça que ça veut dire un peu, on ne peut pas négocier avec la nature, cette espèce d'écart évolutionnaire qu'il y a entre ce que nos cellules s'attendent à recevoir et ce qu'on leur donne. Bien sûr, notre corps est en évolution tout le temps, donc il est en train de s'ajuster, mais cet ajustement-là se fait tranquillement, en théorie, sur des centaines de milliers d'années. Pour l'instant, on est dans cette espèce d'écart-là où est-ce que on devrait simplement être conscient de notre environnement, puis ça ne veut pas dire que quelque chose est courant, que c'est nécessairement normal. Tu sais, de manger des aliments transformés, c'est courant, tout le monde fait ça, mais ce n'est pas normal. Fait que si on se fie à notre évolution là, tout le temps. Donc, c'est assez rare qu'un de nos ancêtres se levait le matin et il se faisait 2 toasts au Nutella avec un jus d'orange. D'après moi, il n'y avait pas trop de toasters avec de boulangerie pour se faire son pain ou de... Ouais, c'est ça, il n'y avait pas d'usine de jus d'orange non plus. Fait que c'est un peu ça que ça veut dire, on ne peut pas négocier avec la nature. Puis après ça, on pourrait mettre ça très large, hein, puis embarquer le mindset et tout là-dedans. Bon, on peut jouer avec ça comment on veut, mais à la base, c'est ça. C'est ça. Puis on le voit un petit peu avec... Bon, on essaie de faire pousser de la bouffe plus rapidement en mettant des pesticides dessus, en virant les sols, en essayant de mettre des engrais, etc. Est-ce qu'on négocie avec la nature en faisant ça? Hein? On détruit la façon naturelle dont les sols se refont et tout. On met des pesticides là-dessus. Notre corps n'a jamais vu ça. Bon, on les étudie un à la fois, mais personne ne les étudie quand on les met tous ensemble ou à une certaine quantité ou jour après jour. Bien sûr, après ça, il y a toute une espèce d'industrie, bien sûr, qui est en arrière de ça, qui vaut des millions, des milliards de dollars et autres. Donc, on dirait qu'on passe un peu notre temps, depuis ces révolutions-là, à négocier avec la nature. Et on dirait qu'à chaque fois, on se fait avoir, puis on le remarque dans le temps. Ah, check, on a négocié avec la nature. Ben oui, ça n'a pas marché, mais on le fait encore, comme si, collectivement, on n'apprenait rien de ça. Fait que, globalement, c'est ça que ça veut dire, on ne peut pas négocier avec la nature. Puis à quel point tu penses que... parce que ça me fait penser, tu as sûrement lu ou entendu parler du livre Toxic World ou quelque chose comme ça. Je me souviens plus c'est qui l'auteur, mais bref, il parlait des toxines environnementales. Puis je me souviens que quand j'ai lu ça, j'étais comme, mon Dieu, OK,
je me mette une bulle de vitre autour de moi puis plus bouger. Là, ouais. Et que, tu sais, à quel point tu penses que les gens peuvent prendre des actions pour éviter d'essayer de négocier avec la nature puis de faire en sorte de mettre des choses qui sont pas qui vont pas nécessairement à l'intérieur de notre corps. Tu sais, à quel point et c'est quoi les choses principales qu'on devrait changer? Oui, très bonne question. Fait que, habituellement, je vais avoir tendance à dire aux gens, nos perceptions vont influencer sur notre biologie ou ce qui va se passer à l'intérieur de notre corps énormément plus qu'on pense. Et donc, on devrait faire attention à ça. Dans le fond, pas venir fou avec ça. Fait que, comme tu dis, mettons, on lit le livre sur la toxicité, puis là, tu fais comme « Oh my God, ça y est, je vais mourir », etc. Ce stress-là, c'est probablement pire que les toxines en tant que telles. Alors, donc, il ne faut pas paniquer avec ça. On ne peut pas toutes les contrôler, bien sûr, c'est dans notre environnement. Fait qu'on les respire, il y en a dans notre bouffe, etc. On vit dans une grosse soupe. Hein? C'est un peu ça, où on fait pipi à un bout de la piscine, là, même si tu es à l'autre bout, éventuellement, ça va tout se mélanger. Donc, fait que ça fait tout le temps rire les gens l'histoire de la piscine, mais c'est ça. Donc, la première mentalité, c'est ne pas paniquer avec ça, mais il faudrait être au courant, par contre. Il faudrait être au courant de ces choses-là. Que oui, c'est pas bon, que oui, ça peut diminuer la testostérone, ça nous crée les spermatozoïdes descendent. On a perdu 50% chez les hommes depuis les années 50. Fait que on s'en va vers l'extinction, là, tranquillement, pas vite. Puis c'est pas mal reconnu que les toxines jouent un rôle là-dedans. Donc, oui, ça joue un rôle et ça joue un rôle important dans notre santé. En même temps, on ne peut pas tout le contrôler. Ce qu'on ne peut pas contrôler, on devrait se relâcher de ça. Ce qu'on devrait faire attention, c'est essayer la première étape, ça serait essayer de se rendre résilient, d'être en bonne santé. Parce que si on n'a pas des bonnes voies de détoxification, on va avoir de la misère à excréter ces choses-là, à les embêter. Donc, avant de commencer à vouloir trop freiner ce qui rentre, parce qu'on ne peut pas toutes les freiner, on peut en freiner un peu, je vais en parler après, c'est sûr que c'est une étape importante, mais on doit aussi être résilient, c'est-à-dire être capable d'extraire ces affaires-là. L'activité physique va faire ça, le fait d'être capable de transpirer, hein, ou d'aller dans un sauna, dans un spa, etc., ça peut aider. Alors, manger suffisamment de plantes, optimiser notre microbiote, avoir un foie qui fonctionne comme il faut et tout. Tout ça, c'est important là-dedans. Puis ensuite de ça, on va essayer, bien sûr, de ralentir ce qui rentre. On devrait à chaque fois se poser la question, voir l'affaire que j'achète, est-ce que ça existe en version plus naturelle? Est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Et est-ce que c'est chimique? Est-ce qu'il y en a des polluants là-dedans? Donc, ça peut être bien de lire certains livres là-dessus pour s'informer. On devrait faire attention au plastique, entre autres. C'est probablement une des affaires numéro 1. On devrait filtrer notre eau du robinet. Il y a énormément de toxines dans l'eau du robinet. Alors, la plupart, aujourd'hui, hein, les gens ont des frigos, une certaine qualité de filtre là-dedans. Bon, ça serait comme un minimum. Sinon, d'avoir une espèce de machine qui suppose inverser ou autre, qui est capable de filtrer notre eau. C'est quoi le nom de celle que tu as, le Big Berkey? Oui, Berkey, B-A-R-K-E-Y. Alors, c'est un bon rapport qualité-prix, puis c'est pas en plastique, hein, c'est pour ça aussi que j'avais pris celle-là, fait que c'est en acier inoxydable, hein, on voudrait avoir soit de l'acier inoxydable ou du Pyrex, hein, pour nos et essayer de bannir les plastiques. Bon, surtout ne pas chauffer, bien sûr, les plastiques. Et on le voit des fois, hein, plusieurs personnes, probablement, mangent des espèces de plats déjà cuisinés de certains services de traiteurs. Hein, ils te mettent ça dans un plat de plastique. Il y en a qui font juste enlever le plastique sur le dessus, ça accède dans le micro-ondes de même. Là, tu fais comme, qu'est-ce que tu fais là? C'est parce que tu sais pas qu'est-ce que ça fait le plastique, c'est sûr, sinon tu ferais pas ça. Hein. Au moins, tu le mettrais dans un assiette avant de le faire réchauffer et non le faire réchauffer dans le plat de plastique. Donc, fait que c'est des petites choses comme ça qu'on va faire attention, filtrer notre eau. Quelqu'un qui aurait énormément d'allergies ou autre, puis qui a déjà un terrain allergique, un filtre à air pour la chambre à coucher, peut-être. Donc, tu sais, ça part de notre air. Ouvrir les fenêtres le plus possible. Tu sais, fait qu'à l'hiver, il fait fret, fait que tout est fermé. À l'été, il fait trop chaud, fait qu'on part l'air climatisé. On ne va pas gaspiller l'air climatisé. Garde les fenêtres fermées. Fait que la maison ne respire pas nécessairement et tout. Puis c'est mesuré que notre air à l'intérieur est beaucoup plus vicié que l'air à l'extérieur. Et de très, 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 très loin. Donc, on devrait ouvrir le plus possible. Même en hiver, à un moment donné, on ferme les calorifères, on rouvre tout, on aère la maison. Bon, ça passe ça, bon.
Il y aurait d'autres problèmes là-dedans. On dirait, bon, pour l'électricité, etc., bon, et tout. Mais bon, on parle juste de toxicité personnelle. Alors, ça serait ces choses-là. Les premières choses qui me viennent en tête, là, ça serait d'optimiser son corps, de faire attention à ce qui rentre, donc via notre eau, notre air, notre alimentation. Manger bio. Manger bio, bon, l'important, c'est de manger non transformé. Mais le bio joue un rôle quand même là-dedans, pas non seulement pour nous autres, mais aussi dans ce qu'on vote pour le futur, dans ce qu'on vote pour ce qu'on veut comme monde, ce qu'on veut pour nos enfants, etc. Lorsque j'achète pas bio, j'encourage que cette agriculture-là continue, dans le fond. Et si j'achète bio, non seulement c'est mieux pour moi, bon, je paye un petit peu plus cher, mais c'est aussi de l'argent que j'investis dans un futur. Et même encore là, l'alimentation bio, elle n'est pas parfaite non plus. Souvent, ils ont des façons de faire qui sont bon, un peu moins pires parce qu'ils ne vont pas utiliser du glyphosate et autres. Les pires pesticides ne sont pas utilisés, bien sûr, mais ils ont des techniques qui ressemblent aux techniques industrielles qui ne sont pas l'idéal pour la nature non plus. Mais bon, pour nous autres, c'est quand même mieux. Ces pesticides-là détruisent notre flore intestinale, ouvrent la barrière et autres. Ça peut être, bon, encore là, pour certaines personnes sont très robustes. Bon, ça ne veut pas dire qu'on mange nécessairement nos légumes pas bio, qu'on va être automatiquement malade. Je n'essaie pas de faire peur aux gens, là, c'est pas ça, c'est un petit détail. Puis souvent, les gens partent à genre, je bois de la liqueur puis je mange du McDo. Fait que commence donc à manger des légumes, même s'ils ne sont pas bio au début. Là, à chacun ses affaires. Mais ça serait ça, en gros. Ah, c'est bon ça. Je pense qu'il y a beaucoup de monde. Hier, j'ai un groupe Facebook où il y avait quelqu'un qui parlait de calculer ces légumes que tu manges dans une perte de gras. Puis là, je suis comme, wow, OK. Tu sais, c'est parce que souvent le monde, puis c'est cher qui disait, tu sais, faut pas voir l'alimentation à travers une paille, mais tu sais, c'est exactement ça. C'est, tu sais, à la base, faut que tu regardes où est-ce que t'es, puis faire des petits ajustements, puis, tu sais, normalement, juste manger plus de végétaux, ça va juste tout va mieux aller dans ta vie. Là, absolument. Tu t'en souviens, là, parce que tu parles de Charles, il nous donnait, bon, il avait le tour de nous faire rire, bien sûr, il nous sortait ses exemples avec Ginette Gendron. Ginette Gendron arrive, puis là, elle veut faire, puis là, il nous expliquait la négociation qu'il faisait avec. OK, tu veux-tu manger des betteraves? Non, pas des betteraves, c'est ça. Fait que là, tu sais, comme bon, il faisait la négociation, puis finalement, ça ressortait peut-être avec une ou deux ou trois affaires qu'elle était d'accord, tu sais, puis il nous disait, ça, c'est un bon coaching, puis on devrait commencer comme ça, tu sais. Faut que la personne, ça y tente de faire ces changements-là. Puis ça ne veut pas dire que c'est parfait non plus parce qu'il a donné whatever, trop d'affaires, mais que c'était mieux que ce qu'elle faisait avant. Puis elle est prête à faire ça. Fait que, tu sais, bon, il était très bon dans ce type de coaching-là. En même temps, ça nous faisait rire parce que, bon, il exagérait ça et tout. Puis, mais c'était en même temps très vrai. Tu sais, on le voyait, mettons, dans nos pratiques. Tu fais comme, oh my God, tu sais, avec son langage coloré, ses sacs à travers de ça et tout. C'était très chic. Très bien. C'est ça. Fait que, chaque personne devrait focuser sur où est-ce que j'en suis par rapport à ça. T'sais, si tu manges super bien, puis tu manges des végétaux et tout ça, ben là, le prochain step, c'est peut-être justement d'aller voir les pires végétaux. Je pense que c'est Dirty Dozen ou quelque chose de même sur Internet, et d'aller voir les pires végétaux qui ont des pesticides, au moins déjà changer ça. T'sais, déjà là, je pense que c'est toujours un pas dans la bonne direction plutôt que d'essayer d'être trop extrême. Je me souviens, dans ce temps-là, c'était ça mon problème aussi. Là. Je sortais de ces formations-là, puis je me disais, OK, là, faut tout changer. Mais c'est pas viable sur le long terme. Là, absolument. Il y en a qui font ça aussi avec certains suppléments. Là. Oh my God, on lit quelque chose, le magnésium, c'est bon, finalement, le zinc, c'est bon, finalement, le multi, c'est bon, finalement, les oméga-3, c'est bon. Fait que finalement, à un moment donné, on prend 50 affaires, là, mais on mange encore les petits gâteaux, là, bon, le soir, etc. Fait que bon, prioriser comme super bon point, là, bien sûr, il faut prioriser, puis ouais. Absolument. Il y a plusieurs sujets controversés que tu parles sur les réseaux sociaux. Puis des fois, je lis tes posts, je me dis, oh, il est courageux de parler de ça. Par rapport à une des choses que je me souviens, c'était cette année où tu as parlé beaucoup de l'immunité et tout ça par rapport au COVID et toute la situation. Je pense que les gens, s'ils veulent en savoir plus, peuvent aller lire tes trucs. Mais une chose qui est intéressante, c'est que tu parlais de l'autisme et de la relation avec les toxicités, avec l'alimentation et tout ça. Puis ça avait quand même suscité beaucoup d'intérêt, cette post-là. Si tu peux nous en parler un peu de cette relation-là qui existe. Oui, d'accord. Donc, ce qu'il faut comprendre là-dedans un peu, c'est que le monde de l'autisme, c'est un petit monde quand même. Alors, et c'est un sujet très, très, très émotif. Un peu comme on le voit avec la COVID actuellement.
c'est très émotif, c'est très polarisé. Fait qu'aussitôt que quelqu'un dit quelque chose d'un côté, là, automatiquement, les gens qui sont de l'autre côté, bon. Et dans l'autisme, c'est un petit peu la même chose. Bon, il y a des parents qui ont dû passer à travers un certain deuil du diagnostic autistique de leurs enfants. Parfois, on a essayé certaines choses, parfois non, parfois avec frustration. Hein. Il y en a qui se sont claqués des dépressions, qui ont arrêté de travailler et tout, ça les a complètement détruits. Aujourd'hui, on réussit à passer un petit peu à travers de ça, à se refaire une vie et autres, à accepter leur enfant et tout. Donc, il y a un certain processus. Et là, si quelqu'un arrive et vient comme bousculer certaines croyances que ces gens-là avaient, ça vient comme créer un trigger émotionnel qui parfois est très fort. Et c'est ça qui s'était passé avec ce post-là, mais c'est assez clair dans la littérature scientifique quand même. Les études, il y en a des dizaines et des dizaines. Alors, c'est des observations principalement et c'est des observations cliniques aussi. Donc, on remarque par exemple que les enfants autistiques ont tendance à avoir plus de troubles intestinaux que les enfants neurotypiques. Donc là, tout de suite, ça donne un indice. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe avec, peu importe, la flore intestinale, la santé, l'intégrité de la barrière et autres? Puis on voit aussi, mesuré scientifiquement, bien sûr, ces enfants-là ont une capacité de détoxification, on parlait de toxines tantôt, qui est inférieure. Ce n'est pas nécessairement qu'ils sont plus toxiques, mais ils ont plus de la misère à se débarrasser de ces toxines-là. Est-ce que ça pourrait venir d'une inflammation qui vient aussi, du microbiote et autres? Oui. On ne connaît pas les causes de tout ça, mais c'est des observations. On voit qu'après ça, en clinique, on voit que, bon, lorsque certains médecins et autres ont fait des études où est-ce qu'il y avait certains programmes de détoxification où on essayait d'équilibrer la flore intestinale, on voyait certaines améliorations au niveau des symptômes, du comportement, de l'humeur, peu importe, hein, de la régularité de tes selles ou de la capacité à parler, de la tonicité musculaire et autres. Fait que c'est souvent les dysfonctions des mitochondries et tout. Fait qu'il faut aller voir qu'est-ce qui affecte ça. Donc, en même temps, fait que c'est ça le lien. C'est un lien qui est quand même assez bien documenté, même si on ne connaît pas les causes en tant que telles, mais les observations sont là et les observations cliniques aussi sont là. Donc, c'est tout simplement ça que je disais dans ce post-là, mais ça va aussi créer un petit peu plus de controverse à l'époque parce que le titre que j'avais choisi était mal choisi, il était trop provocateur. Ça avait provoqué certaines émotions chez les gens. Depuis ce temps-là, j'essaie de travailler mes textes pour que ce soit plus doux un peu moins direct et tout, pour créer parce que c'est pas le but de créer ça. Hein, le but, c'est de donner de la bonne information, d'informer, etc., et non de faire chier une partie des gens. Ça m'a aussi appris à cette époque-là que justement, c'est un sujet extrêmement chaud. Et si quelqu'un n'est pas dans ce monde-là et tout, le sait pas nécessairement. Hein, c'est caché un peu, mais c'est un monde quand même totalement fascinant. Ces enfants-là sont fascinants. En même temps, c'est un spectre. Hein, il y en a qui sont extrêmement intelligents, attentifs aux détails là-dedans, et c'est ce qui fait qu'ils vont réussir encore mieux dans la vie. À l'autre bout complètement, il y en a qui sont pris dans leur corps non-verbal, pas capables de fonctionner vraiment, et on voit qu'ils sont vraiment tristes, pas de bonne humeur, etc. Bon, pas de contact avec l'extérieur et tout. Et on voit qu'il peut y avoir certains facteurs environnementaux qui peuvent avoir un lien, puis on le voit dans les statistiques aussi que ça a augmenté de façon exponentielle. Bon, les diagnostics ont augmenté également, mais la prévalence est tellement exponentielle dans les dernières années qu'on se dit qu'il y a quelque chose dans l'environnement qui fait qu'il y en a plus qu'avant. Bon, on les diagnostique plus aussi, mais il doit y avoir quelque chose d'autre aussi. Bon, et là, il y a toutes sortes d'experts. Hein? Stéphanie Seneff, qui est chercheuse PhD au MIT aux États-Unis, qui, elle, son cheval de bataille, c'est les pesticides. Hein? Fait que là, elle, c'est Madame Pesticide. Fait que là, elle, tout, c'est les pesticides. Hein? Ben, c'est jamais une seule chose, mais bon, c'est juste pour dire que, bien sûr, c'est pas moi, naturopathe, là, ici, dans la région de Montréal, qui parle de ça, bien sûr. Hein? Moi, j'ai rien inventé de ça, j'ai pas rien découvert de ça. Je passe le message, c'est ce que j'ai appris. Mais il y a des gens, bien sûr, sérieux, des scientifiques et tout, qui parlent de ça.
mais c'est un sujet tabou et chaud. Mais avec la COVID, il n'y a plus vraiment de sujet chaud et tabou maintenant. C'est vrai, exactement. c'est moins facile qu'avant choquer le monde. Absolument. C'est plus facile qu'avant choquer le monde. Ouais. Et je sais que tu as travaillé aussi avec des enfants autistes, puis la dernière fois, tu m'avais parlé des cas clients un peu que tu avais eu avec des enfants, je trouve ça vraiment, vraiment incroyable ce que tu avais réussi à faire. Oui, bon. Bien sûr, habituellement, je vais dire aux parents, bon, vu qu'on ne connaît pas les causes et tout, les résultats varient énormément d'une personne à l'autre. Mais est-ce que c'est déjà arrivé qu'on a 0 résultat, 0 amélioration et tout? Oui, ça arrive. Est-ce que c'est déjà arrivé qu'un enfant est passé de non-verbal à il se met à dire des mots? Oui, ça arrive aussi. Alors, donc, des fois, on a des résultats relativement spectaculaires et des fois, pas du tout. Des fois, on est capable de faire des liens avec ce qui a créé ça, d'autres fois, non. Et ça peut être un sujet, dans le fond, qui est, après ça, des fois très frustrant parce que moi, j'ai ça à cœur puis je voudrais les aider du mieux que je peux. Puis des fois, ça ne fonctionne pas autant que je voudrais. Puis des fois, c'est ce qui apporte la plus grande gratitude au monde parce que là, tu reçois un message de la maman qui dit il a dit maman pour la première fois, là, puis elle pleure ou presque au téléphone. Alors, puis on voit clairement là, que, bon, il y a plusieurs, où ils voient des améliorations, par exemple, à l'école. Hein? Bon, ils nous ont dit ça, qui s'est amélioré et autres. Et juste des fois, ces petites améliorations-là, ça fait tout le bonheur. Ça fait tout le bonheur des parents. Puis de moi aussi, bien sûr, mais c'est eux autres qui appliquent cette information-là à la maison. Là, ça leur revient à eux, bien sûr. Puis j'imagine que la base, encore là, ça reparle à ton slogan, on ne négocie pas avec la nature. C'est juste, j'imagine, de remettre les bonnes choses à la bonne place, les bons aliments, puis déjà là, ça va faire une différence. Exactement. Donc, lorsqu'on regarde, globalement, la définition de l'autisme, ils vont dire que c'est de la neuroinflammation. Donc, et toute inflammation, dans le fond, vient d'une réaction, une réaction du système immunitaire. C'est le système immunitaire qui crée de l'inflammation. 70% du système immunitaire est autour des intestins. Donc, ce qui ne vit pas au transit dans nos intestins peut avoir un impact. Ça ne veut pas dire qu'après ça, mettons qu'on dit, si on enlève le gluten et on a une amélioration, on n'est pas en train de dire que le gluten crée de l'autisme. C'est pas ça. Mais le fait de l'enlever vient diminuer l'inflammation qui fait que, bon, le cerveau fonctionne un petit peu mieux, etc., et que là, on voit certaines améliorations. Fait que, donc oui, ça passe par l'alimentation, fait qu'on va avoir tendance à retirer certains allergènes. Les allergènes, c'est des aliments qui contiennent certaines protéines qui sont un peu plus inflammatoires, qu'il y a plus de gens qui ont tendance à développer des intolérances. Fait que ça, c'est encore là, la recherche a remarqué ça, qu'il y avait plus d'intolérance chez ces enfants-là. Donc, le fait de retirer, par exemple, les produits laitiers, le gluten, bon, le maïs, les arachides, bon, ces choses-là, parfois, on va voir des améliorations en faisant ça. On va essayer de modifier l'environnement également. On parlait des toxines tantôt, fait qu'on essaie d'optimiser l'environnement. Puis aussi, certaines supplémentations, encore là, des observations d'études scientifiques, on va voir certaines carences nutritionnelles, des problèmes avec la méthylation. Bon, on ne rentre pas en détail nécessairement là-dedans, mais que, bon, des fois, juste un oméga-3, des multivitamines, puis des choses assez de base. On voit souvent des ratios zinc-cuivre inversés, c'est-à-dire trop de cuivre par rapport au zinc. On voit ça chez les TDA, TDAH également, beaucoup. Puis encore là, ça ne veut pas dire que c'est le cas avec chaque enfant, mais il y a certaines choses typiques comme ça qu'on voit qu'on peut adresser via les habitudes de vie, l'environnement, l'alimentation et une supplémentation qui est personnalisée, bien sûr, au bon dosage et tout, selon l'âge de l'enfant et autres, mais ça fait partie de ça. Ce sont des programmes de médecine fonctionnelle aux États-Unis, bien sûr, que, entre autres, j'avais validé certaines des informations avec Dr. Waller, Dr. Kurt Waller, qui est un ostéopathe aussi, mais aux États-Unis, les ostéopathes ont étudié à l'école de médecine également. Lui, il aide des enfants autistes depuis à peu près 25 ans. Donc c'est pas une nouvelle non plus. On a découvert ça. Non, Dr. Waller fait ça depuis 25 ans, puis c'était pas le premier. Hein, avant, lui aussi, il a appris ça de quelqu'un d'autre, puis avec ses expériences et tout. Puis, alors voilà, donc c'est un sujet quand même relativement connu, bien sûr. Il y en a plein d'autres au Québec qui aident des enfants autistes et tout. Puis, ouais, justement,
publié un commentaire aujourd'hui sur ma page, un commentaire d'une maman là, qui disait bon, merci, voici ce qu'on voit comme amélioration. Puis dans le fond, ce qu'on fait en naturopathie, on essaie de donner au corps ce qu'il a de besoin. On essaie de retirer ce qui pourrait lui nuire. Alors, c'est ça qu'on fait dans le fond. Après ça, on se retire, puis on le regarde aller pour voir est-ce que lui-même se replace. C'est ça la philosophie derrière la naturopathie. Hein? La naturopathie, c'est le corps lui-même qui peut se guérir, entre guillemets, même si j'aime pas ce mot-là, ou qui peut se rééquilibrer ou retrouver son homéostasie, son équilibre. Alors, c'est ça qu'on essaie de faire. Parfois, ça fonctionne bien, parfois un peu moins bien. Tu parlais de TDAH tantôt. Je pense qu'il y a beaucoup de maladies, si on veut, entre guillemets. Je ne sais pas si c'est considéré comme une maladie, mais de mots, si on veut, qui sont apparus dans les 10-15 dernières années, et que là, ça va juste de plus en plus. Le TDAH, les troubles d'anxiété, le stress chronique, les troubles de sommeil. Ça, c'est intéressant de voir que ce que tu dis, on ne négocie pas avec la nature. Je pense que c'est à la base de tous les autres mots aussi. Tu sais, on a parlé de l'autisme, mais TDAH, les troubles d'anxiété, ces trucs-là, c'est juste qu'on essaye de ne pas faire ce que notre corps veut, puis à force de faire ça, bien, il y a des problématiques qui en découlent. Là. C'est en plein ça. Si on s'en va à la base de ça, là, ça s'exprime de façon différente, bien sûr. Fait que, de l'anxiété, c'est pas la même affaire que du TDA, mais souvent les deux sont présents. Et c'est juste nous qui donnons des mots à ça. Hein? Bon, on appelle ça le diabète de type 2. Quand dans ta prise de sang, ton taux de sucre à jeun il est à 7 ou supérieur, on va dire que c'est diabétique. Hein? Mais le diabète en tant que tel, c'est un mot inventé. Hein? Ça n'existe pas, le diabète. C'est un processus, bien sûr, métabolique de résistance à l'insuline qui fait que ton taux de sucre est trop haut. Et bien sûr, ça peut être dangereux pour toi, mais c'est nous autres qui avons décidé que c'était une maladie, qu'on appelait ça le diabète et que là, il y avait des médicaments pour ça. Fait que, mais bien sûr, c'est des disease of civilization. Fait que le TDA, c'est très près de l'autisme ou autres troubles neurologiques. Fait qu'on voit que l'ensemble des troubles neurologiques ont une courbe exponentielle avec le temps. Puis, cette courbe-là, on la voit chez les adultes en maladies auto-immunes, sclérose en plaques, sclérodermie, arthrite rhumatoïde, hypothyroïdie, même courbe exponentielle. Et chez les plus vieux, Parkinson's, Alzheimer, etc. aussi, courbe exponentielle chez les personnes plus âgées. Donc, bon, ça s'exprime différemment selon notre âge, selon nos gènes, etc. Mais l'environnement, il y a des facteurs environnement qui s'entrecroisent, c'est certain. Certain, parce que tout ça arrive au même moment dans une population qui était relativement stable avant ça, hein, avant 1940 ou avant 1900, avant la révolution vraiment industrielle. Bon, on a vu ces choses-là tout s'accélérer. Bien sûr, c'est juste des corrélations. On ne sait pas directement si c'est ça à 100%. Et c'est tellement multifactoriel, il y a tellement d'affaires en même temps que c'est difficile de vraiment savoir si c'est tout ça, mais c'est assez clair quand même que c'est l'ensemble de ça. Mais est-ce qu'on connaît tous ces facteurs-là? Je pense que non. Je pense qu'on va en découvrir encore avec le temps qui avance. Et là, on est début juin, les terrasses sont ouvertes, les gyms sont ouverts aussi dans les Laurentides, à Montréal, ça s'en vient. J'aimerais ça que tu nous parles un peu de l'alcool parce que c'est quelque chose qui est tellement banalisé, comme quoi que on a un nombre de consommations qu'on peut consommer par semaine. Puis c'est drôle parce que dans plein de pays, c'est différent. Donc, ça a l'air qu'on n'est pas des humains pareils si tu restes en Europe aussi. Mais j'aimerais aussi que tu parles un peu des effets d'alcool sur la santé en général et qu'est-ce que ça fait. Là? Parce que là, les gens vont aller sur les terrasses, boire un verre ou deux. C'est ça. Oui. Puis la première chose que j'aimerais souligner pour ça, c'est ici, c'est assez particulier quand même, c'est l'État qui vend l'alcool. Hein? Donc, et on a aussi un organisme qui s'appelle Éduc-Alcool qui essaie d'éduquer les gens sur l'alcool et qui dit un homme peut prendre jusqu'à 15 consommations par semaine et une femme, je ne me souviens plus, hein, c'est pas la moitié, c'est un peu plus la moitié, ça doit être 10, quelque chose de même. Puis, corrigez-moi pas sur les chiffres, ça fait longtemps que je n'ai pas checké, là, mais c'est une affaire comme ça. Je pense que c'est 15 pour les hommes et 10 pour les femmes, ou c'est un petit peu moins que ça, mais c'est là-dedans.
Et donc, c'est un peu particulier. Alors, ils sont complètement en conflit d'intérêts. Hein, donc, c'est eux autres qui disent que tu peux boire jusqu'à 15 consommations d'alcool par semaine, mais en même temps, c'est eux autres qui la vendent. En même temps, c'est un éduc alcool en voulant dire « soyez responsables », c'est ce qu'ils disent dans les pubs, hein, buvez de façon responsable et tout. Ça peut être, bon, bien sûr, responsable d'accidents d'auto, de mort, etc. Alors, c'est assez particulier quand même, juste ce fait-là, c'est frappant. Et si on côtoie des gens et qu'on essaie de leur améliorer la santé, on le sait très bien que la personne qui rentre et qui en boit 15 par semaine, c'est pas une super bonne idée. Puis habituellement, ça fait partie de son tableau qui aimerait augmenter. Bon, je dors pas bien, je manque d'énergie. Il peut avoir toutes sortes de mots. Puis même un cholestérol élevé, prédiabète ou peu importe. Et bon, bien sûr, l'alcool n'est pas le seul responsable là-dedans, mais peut jouer un rôle. Donc, à des consommations qu'Éduc Alcool dit que c'est correct, peut créer d'énormes problèmes de santé. Et on le voit de façon régulière dans nos pratiques. Donc, ça, c'est la première chose. Puis, habituellement, je vais donner la quote d'une étude de Lancet. Je me souviens bien, c'était 2019. Finalement, bon, méta-analyse, donc c'est l'analyse de plein d'études scientifiques et la conclusion, c'était la dose qui ne crée pas de problème chez l'humain là, est de 0 pour l'alcool. Donc, aussitôt qu'il y avait un peu d'alcool, il y avait un peu d'effet négatif. Puis bien sûr, bon, c'est une courbe linéaire, donc plus tu en consommes, plus il y a d'effets négatifs. Donc, la dose est de 0. Ceci dit, il y a un aspect social à ça, un aspect détente, un aspect anti-stress qui peut être bien sûr. Comme là, on a été confinés pendant 14 mois, etc., d'aller sur une terrasse, de prendre... J'adore les bières de microbrasserie. Alors, bon, j'en bois pas tellement, mais je veux dire, quand j'en bois une, j'aime bien ça. Fait que, tu sais, je veux pas avoir un discours complètement anti-alcool. Hein. Ça vient réduire notre stress et tout, pour vrai, ça peut être bien, mais il y a une espèce de dose. Et c'est important de comprendre qu'il n'y a rien de bon là-dedans, vraiment, pour nous. Si on parle physiologiquement dans notre corps, si on se fie, entre autres, à l'étude du Lancet, ça va avoir tendance, directement à partir du deuxième verre, pour la plupart des gens, à supprimer le sommeil profond. Donc, deuxième verre de vin, puis c'est assez courant, 2 verres de vin, la plupart des gens, on n'est pas sous et souvent les gens vont boire ça et même plus des fois, puis il y en a qui vont boire ça un peu chaque soir. On se fie aux 10 à 15 consommations que je disais tantôt, là, c'est pas loin de ça quand même. Et à partir du deuxième verre, il y a à peu près plus de deep sleep. Là, c'est notre phase 4 de notre sommeil. Et ils disent qu'une partie de nos symptômes de hangover du lendemain est justement due au fait qu'on n'a pas bien dormi, qu'on était dans la phase 4. Puis des fois, quand j'explique ça aux gens, ils vont dire non. Hein? Moi, je prends justement de l'alcool parce que là, quand je prends ça, je me couche après ça, bang, si je te tombe endormi, toi. Il dit, je dors vraiment mieux quand je prends de l'alcool. Je dis, non, tu tombes inconscient, mais tu dors pas. Ouais, c'est ça. Fait que c'est totalement différent parce qu'après ça, si tu serais dans un lab, puis ils te plugueraient des sensors sur la tête, puis ils mesureraient tes phases de sommeil, on verrait que tu ne vas pas dans ta phase 4, etc., que tu as un sommeil beaucoup plus léger et autres. Puis, il y a certaines personnes qui vont s'en rendre compte et ils vont dire, oui, je m'endors vraiment bien. Ça veut dire que tu tombes inconscient, tu as fermé la switch. Tu n'as pas nécessairement bien dormi, mais après ça, ils vont dire, mais par contre, je me lève beaucoup plus tôt, hein, des fois, où à 4 heures, je me lève, puis là, j'ai chaud, je suis obligé d'aller faire pipi, puis là, je reste debout, mettons, 1 heure, 1 heure et demie, puis après ça, je peux aller me recoucher, mettons, puis là, je vais redormir un peu. Fait qu'on voit que ça perturbe le sommeil, là, quand même, pour certaines. Même ceux qui ont tendance à dire, non, moi, je bois de l'alcool et je dors toute la nuit. Dormir ou être inconscient, c'est 2 affaires complètement différentes. Fait que c'est ça que ça fait à partir du deuxième verre seulement. Ça défait la flore intestinale, hein, ça crée de l'hyperperméabilité dans la flore, ça peut créer un surplus de bactéries dans le petit intestin. C'est une toxine, hein, l'alcool. C'est ça. Donc, déséquilibre de la flore intestinale et autres. Fait que, bon, il y a l'aspect social anti-stress là-dedans qui viendrait dans la balance des pour. Si c'est fait avec conscience, c'est-à-dire qu'on le sait que lorsqu'on fait ça, c'est pas nécessairement bon pour notre santé, mais ça vient réduire notre stress. Si on partage le moment avec un ami, une conjointe, peu importe, c'est merveilleux à ce moment-là. Fait que
mais c'est d'être au courant de toutes ces choses-là, puis de le savoir. Puis toi, il y a plein d'athlètes qui écoutent ton podcast. Alors, il y a des études sur la synthèse des protéines. Ça ralentit ta synthèse des protéines, ça t'empêche de produire ton hormone de croissance pendant la nuit et autres. Donc, si tu veux tes gains, ça serait peut-être pas une bonne idée de prendre trop d'alcool tout le temps, même si on reste, par exemple, pour certaines personnes, il n'y a pas de trouble, moi, je suis lean tout le temps, ou je fais des abdos à l'année et autres. Ça ne veut pas dire que c'est bon pour notre santé nécessairement quand même si on reste lean. Alors, ceci dit, chacun ses choix, mais il faut juste être au courant de ces choses-là. Puis justement, à cause d'éduc alcool, mais à cause d'autres aussi, hein, tu as une industrie en arrière, l'industrie du vin, là, qui essaie de nous dire non, c'est bon pour les maladies cardiovasculaires, check, il y a un peu de resveratrol dedans et tout. Puis quand tu regardes les doses de resveratrol qu'il faut prendre pour améliorer la santé cardiovasculaire, ça équivaut à 67 bouteilles par jour. Alors là, il y a tellement d'alcool que là, on oublie ça, là, le nombre de resveratrol. Mettons, la dose de 2 capsules hein, qu'on donne en supplément, mettons, bon. Alors, donc l'histoire du resveratrol tient plus ou moins la route, mais c'est vrai qu'il y a un antioxydant, par exemple, puis c'est vrai qu'il y en a, puis c'est vrai que c'est fait à partir de raisins et tout, mais c'est un produit transformé, l'alcool, hein? Bon, et je ne suis pas certain que notre corps, du moins, il ne semble pas fait, on ne peut pas négocier avec la nature, il ne semble pas fait pour en prendre en grande quantité de façon constante tout le temps. Ah, c'est bon, puis tu sais, je pense que j'avais lu récemment que je pense que c'est en Angleterre qui avait baissé à 3 consommations par jour. Qui changeait, tu sais. Fait que c'est quand même drôle qu'au Canada, nous, c'est 15. T'as 10-15. Ben oui, mais surtout au Québec, hein. C'est ça. C'est le gouvernement qui vend ça. Fait que c'est assez drôle quand même. C'est ça. Donc, avec toutes ces choses-là qu'on a parlé, je pense que autant que ce soit de manger bio, que de l'alcool, que des toxines environnementales, c'est juste de regarder où est-ce que tu en es, voir qu'est-ce que tu peux améliorer, puis d'être conscient qu'il y a certaines problématiques qui peuvent arriver. Puis de faire attention sur ce qu'on peut faire attention. Sans virer fou, parce que le stress va rendre ça pire que c'est. Absolument. Le stress rend ça pire. Tu sais, puis je vais faire une petite parenthèse là-dessus, c'est assez intéressant quand même. Ils ont étudié ça. Hein, puis ceux que ça les intéresse, allez voir le travail de Ellen Langer. Ellen Langer, qui est si je me souviens bien, psychiatre, mais je ne suis pas certain, là, puis qui fait des études sur justement les perceptions. Alors, il y avait une étude sur des shakes. Fait que il donnait un shake à une personne, puis sur la canette du shake, c'était marqué le Sensi Shake. Puis sur le Sensi Shake, bien sûr, c'était marqué zéro carb, zéro sugar, zéro fat, il y a zéro rien. Là, puis si tu checkais en arrière, tu voyais qu'il n'y avait presque pas de calories, puis là, tu voyais comme sur la canette une fille qui était mince. Là, fait que là, ça, c'est le Sensi Shake. Il faisait boire ça aux gens, puis après ça, il mesurait certains biomarqueurs physiques, mais aussi juste la perception. Est-ce que tu as aimé le goût? Est-ce que c'était bon? Est-ce que tu étais satisfaite? T'avais-tu faim encore après? T'en aurais-tu bu plus, etc.? Puis faisait faire un espèce de sondage. Puis il donnait aussi un shake où c'était le contraire. C'était le Indulgent Shake. Là, c'était marqué The Decadence You Deserve, quelque chose de même. Puis là, c'est marqué. Puis là, tu checkes en arrière dans les ingrédients, c'est fait avec de la crème glacée. Il y a full de sucre, full de gras, tu sais. Mais il a l'air débile. Puis là, c'est la même chose, mais dans la canette, c'était le même shake. C'était ni le Sensi, ni le fat. C'était le même shake dans le milieu, mettons. Il était ni fat, ni slim. Puis, quand les gens buvaient, donc c'est leur perception seulement, ils buvaient le Sensi Shake, ils disaient « j'ai encore faim ». Ils disaient « c'était pas vraiment bon, c'était comme moyen, ça goûtait rien ». Puis quand ils buvaient l'autre, là, oh, c'était vraiment bon, hein, il était crémeux. J'ai vraiment plus faim. Puis même après, ils checkaient certains marqueurs. Exemple, la ghrelin, c'est une hormone qui stimule l'appétit. Puis là, on voyait que quand ils avaient bu le shake plus gras, le Decadent Shake, la ghrelin était plus basse. Elle droppait vraiment plus. Donc, nos perceptions influencent la ghrelin après. Donc, quand les gens disaient « j'ai pas faim après celle-là, mettons, je suis plein », mais c'est vrai pour vrai, la ghrelin était plus basse. Il n'y avait plus faim pour vrai. Fait, ils ne comptaient pas des menteries, mais c'était nos perceptions qui influençaient parce que le shake, c'était le même. Le Sensi puis le shake, c'était la même affaire qu'il y a dedans. Donc, lorsqu'on boit de l'alcool et qu'on pense que ça va complètement détruire ma santé parce que je suis rendu au 2e verre, c'est aussi pire que d'en boire 2 verres. Mais à un moment donné, on ne peut pas désapprendre ce qu'on sait.
mais il faut apprendre à l'observer sans virer fou, mettons, comme tu disais. Parce que c'est vraiment fort, nos perceptions sont vraiment fortes. Puis, il y avait des études là-dessus sur les gens qui pensaient qu'ils faisaient beaucoup d'activités physiques puis qui se voyaient comme des athlètes avaient beaucoup plus de chances d'être plus lean, d'avoir une meilleure santé et tout ça. C'était juste dans leur tête. Même chose pour certains diabétiques avec leur glycémie. Ils mettaient des horloges qui avançaient plus vite ou qui avançaient moins vite. Puis là, ils pensaient que ça faisait 2 heures qu'ils jouaient aux jeux vidéo. Puis là, ils disaient « Oh my God, ma glycémie va être basse. » Puis quand ils checkaient sa glycémie était basse, mais dans le fond, l'horloge avançait plus vite. Fait que ça faisait pas 2 heures qu'ils jouaient. Mais le contraire aussi était vrai quand l'horloge avançait moins vite. Ils pensaient que la glycémie était correcte, puis elle était correcte aussi, puis ils continuaient à jouer et tout. Donc, c'est leur perception de l'horloge qui devait, par exemple, manger quelque chose ou se donner un peu d'insuline. Mettons des diabètes de type 1 et tout. Ça jouait même là-dessus, donc incroyable. Fait que et tout ça, c'est des études, bien sûr. Allez voir le travail d'Ellen Langer, il y en a plein, mais donc nos perceptions jouent énormément. Donc, il faut faire attention avec ça. C'est pour ça que des fois, bien sûr, on va être au courant. Donc, j'aime ça parler des toxines, j'aime ça parler de l'alcool, j'aime ça parler de ces affaires-là. Mais en même temps, je me dis, oh my God, je suis en train de créer un paquet de monde, genre, qui capote avec ça. Puis là c'est pire, tu sais, parce que pour vrai, je vais aider les gens pour vrai. Et si je me fie au travail d'Ellen Langer, je devrais peut-être pas parler de ces affaires-là. En même temps, je pense qu'il faut être au courant de ça aussi. Fait que là, tu fais comme, qu'est-ce que je fais? Je pense que c'est la responsabilité de chacun d'être des critiques face à l'information, que ce soit un podcast, une formation, whatever, puis de critiques face à ça. Absolument. Écoute, c'était super intéressant, Danick. Merci beaucoup d'avoir été là. Où est-ce que les gens peuvent te suivre pour en savoir un peu plus sur ce que tu fais? J'ai un site web que je travaille constamment dessus, là, qui doit être refait un peu, mais il y a de la bonne information, danicklegault.com. Mais surtout, ma page Facebook, c'est là que ça se passe un petit peu plus. Bon, si vous recherchez Danick Legault là, sur Facebook, D-A-N-I-K, il n'y a pas de C. Il n'y en aura pas 75, il va en avoir 2. Vous allez voir mon profil personnel puis ma page professionnelle. Bien sûr, allez liker la page professionnelle. J'ai aussi créé un groupe Facebook gratuit pour les gens qui voudraient améliorer soit leur énergie ou perdre du poids. Donc, c'est un groupe d'entraide, là, c'est gratuit et tout. Fait que si vous recherchez ça, vous allez voir sur ma page, je l'annonce aussi. Vous allez dans le feed, vous allez pouvoir voir. Fait que ça serait les 3 endroits là, que les gens peuvent aller. Super, merci beaucoup pour ton temps. Merci à tout le monde d'avoir écouté. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de faire un 5 étoiles sur iTunes, de laisser un avis et de vous abonner à la chaîne YouTube. Et on se parle dans un prochain podcast. Bonne semaine.